politique, bonjour. Cette semaine, dans votre émission, c'est une claque, une vraie. Le gouvernement et François Hollande savaient que ces municipales n'allaient pas être un succès, mais c'est pire que ce qu'ils pouvaient imaginer, avec en toile de fond un ancrage du Front National, incarné par la prise d'Hénin-Beaumont par le FN dès le premier tour. Michaël Darmon, remaniement obligatoire ? Oui, et puis surtout, pas de vague bleue, mais un tsunami déclenché par les électeurs de gauche. Christian Mallard, avec vous, à l'étranger, en Algérie, on peut quasiment parler d'un simulacre d'élections présidentielles qui auront lieu le 17 avril prochain. Qu'est-ce qui va se jouer là-bas ? Vainqueur, Abdelaziz Bouteflika, le 18 avril, avec l'aval de l'armée. Mais pour l'instant, ce qui est préoccupant, c'est un mouvement dit Barakat. C'est le mouvement du « ça suffit » contre le système. Donc, à suivre. On sait déjà tout concernant l'Algérie, donc tout est politique. On parle des municipales. Après ce premier tour des municipales, on peut donc parler de claque pour le gouvernement et même les élus de gauche le disent. Regardez Bertrand Delanoë, maire socialiste de Paris. Reconnaissons que le premier tour 2014 des municipales est une claque pour la gauche en raison de la politique nationale. C'est un fait. Moi, je soutiens ce gouvernement, je soutiens ce président de la République. Mais les Françaises et les Français ne sont pas satisfaits des résultats. J'ai pas dit que la politique n'est pas bonne, mais les résultats au bout de 18 mois ne sont pas là. Michaël, est-ce que François Hollande s'attendait à une telle déroute ? Mais non, il ne s'attendait pas exactement à la manière dont les choses allaient se passer. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Bertrand Delanoë, c'est évidemment le propos, où il le reconnaît, mais en réalité, c'est un recadrage. Parce que dès dimanche soir, au soir du premier tour, du côté de Matignon et de l'Élysée, on n'était pas sur cette ligne-là. Et les propos de Jean-Marc Ayrault, qui vient de manière assez fade pour dire il y a un petit souci, nous allons nous remobiliser, il y a des doutes et de l'inquiétude, mais on se remobilise pour la semaine prochaine, c'est très très mal passé. Donc le lendemain, la colère des élus socialistes, des grands élus socialistes, amène quelqu'un comme Bertrand Delanoë à aller donc sur les médias et dire c'est une claque, il faut le reconnaître. Et à partir de là, on a vu comment s'est déclenchée toute la machine donc de l'État et la panique surtout. On a vu un François Hollande quitter le sommet de La Haye où il était avec les grands de ce monde, Barack Obama, le président chinois, pour aller s'occuper du premier tour d'une élection municipale. Donc il y a urgence. Donc il y a eu lecture nationale, urgence et panique au sommet de l'État. Comment Bertrand Delanoë peut-il dire la politique est bonne mais les résultats ne sont pas là? Et qu'en plus on a les chiffres du chômage. Chiffres du chômage en février, 0,9 en plus. Comment il peut le dire? Parce que d'abord il est socialiste, donc il veut quand même défendre son camp. Mais surtout, il veut réveiller son camp. Parce que ce qui se passe bien, c'est que l'appareil d'État est totalement tétanisé. La panique des élus PS et la panique des élus du PS qui ont fait une projection. Vous savez, en politique, on regarde toujours devant. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, les élus PS? Ils ont regardé les résultats du premier tour de l'élection municipale. Et ils ont vu quoi? Ils ont vu qu'avec ce résultat en projection, la gauche perd toutes les régions. Le Sénat est perdu, et si on va aux législatives, il n'y a que 100 députés. C'est dire dans quel état de colère ils vont revenir à l'Assemblée. C'est donc la Bérésina qui est annoncée avec le taux de chômage, là. C'est la Bérésina qui est annoncée au deuxième tour. C'est le deuxième événement donc, de l'entre-deux tours qui fait que globalement, on peut imaginer qu'au deuxième tour, il peut y avoir, ou il pourrait donc s'installer une amplification de ce résultat du premier tour, et qui fait qu'à partir de dimanche soir, ou en tout cas au lendemain du premier tour, du deuxième tour d'élection municipale, il va y avoir une fronde des élus PS qui vont exiger de François Hollande et un remaniement et un changement de ligne politique. Alors justement, vous parlez de remaniement. C'est quoi ces solutions pour François Hollande? C'est qui? C'est Martine Aubry, mais sauf qu'il l'aime pas. Il n'est pas question pour lui de faire entrer Martine Aubry au gouvernement. Et est-ce que Manuel Valls a intérêt à y aller? Manuel Valls, c'est pas une question d'intérêt, c'est que Manuel Valls fait campagne activement pour entrer au gouvernement, là, pour entrer à Matignon. Oui, mais le problème, c'est que 72% de sondage, 72% d'opinion négative pour qu'il aille à Matignon concernant Valls. Donc... Oui, le problème, c'est que il faut recoudre avec la majorité à gauche. Manuel Valls est le social-démocrate qui va dire je vais continuer à faire de la politique de lutte contre le déficit, du rapport avec les entreprises et de la sécurité. Donc les Verts n'en veulent pas. Or, non seulement ils n'en veulent pas, mais il y a eu au Conseil des ministres quelque chose de très important. Cécile Duflot a été la seule à prendre la parole pour dire qu'il fallait tirer les enseignements de ce scrutin et que l'autorité ne suffisait pas. Et à partir de là, on voit bien que la menace a été également plus explicite parce qu'elle a déjeuné avec Manuel Valls en tête-à-tête et elle lui a dit si tu vas à Matignon, je quitte le gouvernement. Et là, François Hollande est coincé.
parce que du coup, il ne peut pas placer, s'il en a envie, Valls. Manuel Valls. Ça, Alors, c'est le Fabius. problème. Tout le monde fait campagne. Laurent Fabius qui explique que l'expérience ne peut pas être un obstacle, dit-il. Donc on voit bien qu'il fait campagne parce qu'il serait, au fond, l'homme d'expérience, Sauf qu'on l'homme dit d'État. Est-ce qu'il y a peu- quelqu'un qui a la sauf qu'on- solution? sauf Le fond qu'on du dit problème, pour c'est Fabius, c'est un peu retour Vous vers savez, le futur. François Hollande n'a que des mauvaises solutions. Donc dans ces cas-là, on peut arriver aussi à un prolongement de Jean-Marc Ayrault avec un gouvernement resserré. Ça peut se faire, c'est pas sûr, parce que les élus après les élections municipales vont être très très durs, vont cartonner et vont exiger que Ayrault Est-ce que s'en aille. l'opinion publique de gauche peut accepter le maintien de Jean-Marc Ayrault au pouvoir quand on voit la faillite du système? Mais pourquoi tout mettre sur Jean-Marc Ayrault? C'est quand même le Premier ministre, le chef du Oui, gouvernement. mais C'est en fait, Justement, ce que vous dites, Mickaël, il peut- c'est François Hollande qui paye son absence de lisibilité de la politique, le fait qu'il ait laissé une équipe gouvernementale s'installer dans un amateurisme, un problème de gouvernance oui. qui était absolument Beaucoup plus reconnu global, par bien tout le sûr. monde, qui est beaucoup plus global, et du coup, avec une absence de résultats. L'autre événement, évidemment, très important de l'entre-deux tours, vous l'avez dit, ce sont les chiffres du chômage. Le chômage est en augmentation, catastrophique. donc ça vient percuter tout le discours de l'exécutif mal, et du ça, c'est gouvernement. sûr. Ça tombe évidemment très mal et ça ne peut amener qu'à une amplification de ce résultat qui est au fond une combinaison des débâcles de 1983 Alors, avec celle du est-ce que- 21 est-ce que- avril. est-ce que- Alors, je voudrais quand même poser une deux question. minutes. Le premier tour de cette élection marque aussi l'ancrage, vous l'avez dit, Mickaël, du Front National. Pour Marine Le Pen, c'est bien plus qu'une défaite du PS, c'est surtout l'émergence d'une troisième force à part égale dans le paysage politique français. On la regarde. Le Front National et le Rassemblement Bleu Marine viennent de démontrer par cette très forte poussée électorale qu'ils sont capables de sortir les Français de la bipolarisation artificielle et néfaste dans laquelle le système et les médias ont voulu les enfermer. C'est la fin de ce mouvement de balancier automatique qui faisait passer une ville d'un camp à l'autre sans que l'UMPS n'ait pourtant démontré le moindre mérite. Et à la semaine prochaine pour un certain nombre d'entre vous. Mickaël, elle rêve un petit peu, Marine Le Pen, puisqu'à l'échelle nationale, le Front National, c'est juste 5% là, finalement, de voix. Oui, mais si vous faites en projection le résultat aussi obtenu par le Front National en tout cas au premier tour des municipales, vous avez à peu près son score à l'élection présidentielle. Donc ça veut dire que c'est effectivement pour elle incontestablement une réussite à 3 niveaux. Tout d'abord parce que maintenant on voit bien qu'il y a plusieurs villes à part Hénin-Beaumont qui vont tomber entre les mains du Front National Dans le Gard, avec le ces Vaucluse. municipales, dans le Var avec Fréjus, peut-être en tout cas dans le Gard, dans l'Hérault surtout avec Béziers. Donc il y a plusieurs villes et encore c'est pas terminé. Mais surtout cela se fait sans aucune manifestation. Il n'y a pas une mobilisation des organisations anti-Front National qui protestent. C'est Ça se fait dans le silence absolu du pays. Une C'est question. vrai. Ça Et veut alors, dire que qu'est-ce que c'est ça intégré. signifie Une question, Ça veut dire que- Mickaël. Ça veut dire que le Front National est devenu normal, un parti normal? Ça veut dire que le Front National est un parti qui est maintenant défendu par ses électeurs. Mais alors, si ce Front National, Mickaël, maintient son électorat au deuxième tour, est-ce que on devra interpréter ça comme un signe d'une volonté de rupture dans l'électorat avec l'UMP et le Parti Absolument. Socialiste? Et là où elle a entièrement raison sur le plan de la lecture politique, c'est que on est maintenant sur un tripartisme et que le Front National correspond sur le terrain à une offre, à une demande politique que les partis, en tout cas la droite, n'est pas en mesure de fournir. On l'a bien vu dans les endroits et on l'a dit maintes fois ici sur ce plateau, les élections municipales seront un problème pour l'UMP avec le FN. On le voit de manière patente, comme notamment à Béziers, où c'est la liste générale communale élargie, soutenue par le Front National de Robert Ménard, qui prend la ville. La deuxième victoire de Marine Le Pen, elle est également sur la stratégie en interne. Son père ne voulait pas de stratégie par le local, parce qu'il voulait sans arrêt coiffer, chapeauter, et que lui, il ne croyait pas de toute façon en la légitimité électorale. Donc les villes de l'époque du Front National étaient sous cloche, surveillées par Saint-Cloud. Là, on voit bien que la stratégie de Marine Le Pen, c'est justement l'implantation locale. Pourquoi? Parce qu'elle veut, en bout de course, en 2017, arrêter ce feuilleton qui est désastreux pour son parti, qui est « je n'arrive pas à avoir les 500 signatures ». Ils ont travaillé le local. Si vous avez... Donc là, elle bosse sur les 500 signatures. Bien évidemment. Elle travaille sur le fait d'avoir des conseillers municipaux. Les 500 signatures, ce sont des élus. Donc à partir du moment où vous avez 1000
conseillers Ça municipaux. garde très rapproché. Hein. Bien Non, puis le sûr. travail de terrain est payant, on l'a vu avec Alain Beaumont, c'est le travail du terrain au bout de longues Et la années. troisième, et c'est justement, vous avez raison, c'est la troisième dimension, eh bien, avec Hénin Beaumont qui passe au premier tour d'une élection municipale, Gilles Briouat. Étonnant. c'est l'implantation de Marine Le Pen dans le nord du pays, là où il y avait avant les bassins électoraux du socialisme qui se sont déversés sur le Front National, alors que son père s'était installé dans le sud, là où il y avait les électeurs qui portaient un peu les combats d'arrière-garde de l'extrême droite. Donc on est sur une modernisation, pas du tout une percée, un ancrage et une mutation du Front National. On parlera évidemment de tout cela encore la semaine prochaine avec les résultats du second tour. Tout est politique. On part tout de suite en Algérie. En Algérie, un président dont on va voir les images tout de suite, un président à bout de souffle, Bouteflika, qui se fait représenter dans des meetings de campagne, un président entre les mains des militaires, Christian. Et en Algérie, finalement, rien ne change sauf la société, puisque Bouteflika est donné favori, malgré une contestation inédite. Oui, alors si vous voulez, c'est sûr que le 18 avril, on n'aura pas de surprise. Abdelaziz Bouteflika va Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, va être réélu avec l'aval de l'armée. La grande question est quand même de savoir, vu son état de santé, s'il va accepter de nommer un vice-président. Ce qui a été fait dans un certain nombre de pays, comme en Égypte dans le passé, où Sadat avait nommé Moubarak, même si Moubarak n'a pas fait la même chose. Simplement aujourd'hui, ce qui est quand même préoccupant pour le régime, c'est qu'il y a une vague de contestation, plus que de grogne à l'intérieur du pays, où vous avez des islamistes, ça c'est de bonne guerre, mais vous avez quand même des démocrates, des universitaires et même certains militaires qui, sur Facebook, vont jusqu'à dire qu'ils sont contre la 4e réélection du président Bouteflika. Donc, on a vu pour la première fois des gens manifester dans les rues d'Alger, 7000 personnes, ce qui est de l'inédit en Algérie, même à Batna, dans les Aurès, la capitale des Aurès, on a vu l'ancien président Yamin Zerwal attaquer de vive voix le président Bouteflika. On se dit qu'il y a quand même quelque chose qui bouge en Algérie. Et aujourd'hui... Ça bouge, mais on peut parler peut-être d'une dictature militaire masquée. Alors, un petit peu. La dictature militaire, elle est toujours là. Alors, j'ai envie de vous dire, ça peut paraître paradoxal, mais il faut qu'on ait une Algérie forte. Quand on voit toute la volatilité de la situation dans la région, avec les islamistes, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb, au Mali, au Niger, dans tous les pays qui sont autour de l'Algérie, on a quand même intérêt à avoir une Algérie forte. Alors, est-ce qu'il s'agit de dire qu'il faut maintenir une dictature militaire? Peut-être pas, mais en même temps, on a quand même besoin d'un régime solide. Est-ce que Bouteflika peut l'incarner? Moi, je pense que ça sera sur une courte durée et que le président, est-ce qu'il pourra terminer son mandat, qui est un mandat de 5 ans, je vous le rappelle, c'est pas évident. Apparemment, il veut terminer avec les honneurs et avoir les grandes obsèques nationales et peut-être c'est ça, mourir en héros. Dans l'approche de Qui lui n'est Molière. pas un militaire d'ailleurs. Qui lui n'est pas un militaire. Tout est politique, on passe tout de suite aux images de la semaine. Christian, on reste avec vous. Arrêtez de faire le mal, convertissez-vous. C'est l'appel du pape François à la mafia et c'est votre image de la semaine. Moi, je trouve ça formidable. Ce pape est très courageux à tous les niveaux. Et là, s'adresser à la mafia en Italie, en effet, il a un grand ancrage en Italie, la mafia, et leur tenir le discours qu'il leur a tenu en termes très posés, modérés et tout. Moi, je trouve ça très intéressant. Cela dit, ne l'oublions pas. À l'intérieur du Vatican, il y a eu les mafias aussi. Le pape aussi pense peut-être qu'aussi qu'il faut nettoyer la mafia qui est à l'intérieur du Vatican. Je rappellerai que sous Jean-Paul II, il y avait la mafia avec un certain seigneur, Monseigneur Marcinkus, le lituanien, l'affaire de la loge P2. Donc, si vous voulez, il faut que le Vatican balaye aussi devant sa porte. Le pape l'a bien compris et il veut nettoyer aussi. Et ça renvoie au mystère non encore élucidé de la mort de Jean-Paul Ier, dont on dit qu'il a été aussi éliminé pour ces raisons-là. Voilà. Et effectivement, il a fait de la triangulation, le pape François. Il s'est adressé à l'extérieur. En réalité, le message, il est à l'intérieur. Il y a deux mafias. Il y a la mafia extérieure et la mafia intérieure. Effectivement, la banque, notamment du Vatican, qui est la plus opaque du monde. Michael, vous, on termine cette émission avec Jean-Marc Ayrault. Mais c'était un Jean-Marc Ayrault il y a 22 ans que vous avez choisi. C'était en 1992, au moment où la gauche perd les élections cantonales et régionales. Oui, ça m'a intéressé de faire ce petit rappel parce qu'au soir, effectivement, de ce premier tour qui n'était pas bon pour la droite, eh bien, vous aviez un Jean-Marc Ayrault à l'époque qui, lui, tout simplement, réclamait un remaniement, un changement de Premier ministre et disait qu'il fallait absolument changer toute la donne. Donc,
Donc on voit bien que lorsqu'on est dans l'opposition ou la majorité, on échange pas simplement le pouvoir, on échange aussi les arguments et les éléments de langage. À croire qu'ils trouvent sur leur table, sous plastique, les mêmes éléments, les mêmes discours qu'il faudra tenir, que l'on soit d'un côté ou de l'autre. Vous avez également un François Hollande, à l'époque il dirigeait le PS, qui, au soir des élections municipales de 2008, disait de Nicolas Sarkozy, moi le seul remaniement que j'attends, c'est le remaniement de Nicolas Sarkozy. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on demande. Est-ce que François Hollande peut se remanier lui-même? Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est peut-être la question qui a pu être posée par le président chinois. Pourquoi? Parce que le président chinois, en visite en France, un grand admirateur de Confucius. Et Confucius disait, avant de réformer un pays, il faut se réformer soi-même. On va terminer sur ces belles paroles de Confucius. Merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.